Emmanuel Macron qui devient à 39 ans le plus jeune président de la République française. Qui est-il vraiment? Est-il de gauche? Est-il de droite? Quel rôle aussi a joué dans son ascension son épouse Brigitte Macron, qui est désormais, en tout cas dans quelques jours, la première dame de France? On en parle avec nos deux invités. Candice Nedelec, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes chef du service politique et médias du magazine français Gala et vous êtes co-auteur du livre Les Macron aux éditions Fayard, un ouvrage coécrit avec Caroline Derrien. Avec nous également sur le volet beaucoup plus économique, David Spector, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, auteur du livre La gauche, la droite et le marché, c'est aux éditions Odile Jacob Économie. Candice Nedelec, peut-être d'abord, est-ce que vous avez eu au téléphone Brigitte Macron? Je dis ça parce que vous avez passé beaucoup de temps avec elle pour écrire ce livre. Alors pas depuis l'élection, je l'avais eu quelques heures avant l'élection. Ouais. Elle était un petit peu soulagée après le débat de l'entre-deux tours. Et puis voilà, elle attendait de voir le destin de son mari basculer. Elle était très confiante. Elle espérait, oui, en tout cas. Et elle était déjà prête à l'accompagner et à devenir une First Lady. Une First Lady, une première dame. On va regarder une image. Les Français l'ont peut-être découvert hier soir sous un nouveau jour. Brigitte Macron qui rejoint au Louvre Emmanuel Macron, qui vient juste de terminer son discours Place du Louvre. Que vous inspire cette image? Comment l'avez-vous trouvée? Elle est à l'image de cette campagne, c'est-à-dire qu'il a fait campagne avec son épouse main dans la main. Il a tenu à la mettre sur le devant de la scène, à faire de son couple un symbole, en disant voilà, notre couple avec ses 24 ans d'écart, toutes les épreuves que nous avons dû surmonter, le regard des autres qui n'a pas toujours été facile à supporter, est à l'image de ce que moi je veux faire en politique, repousser les frontières, repousser les codes et puis à force de volonté, y arriver. Vous avez des mots très forts dans ce livre, avec Caroline Derrien. Vous dites quelle est la boussole et le point cardinal d'Emmanuel Macron. Les mots sont forts. En quoi est-elle à ce point-là importante pour lui? Il a besoin d'être avec elle. Elle nous a beaucoup répété, Brigitte Macron, on a besoin d'être ensemble. Et c'est vrai, on l'a constaté. À l'issue de chaque meeting, il demandait où est Brigitte, où est Brigitte. Il avait besoin d'avoir son avis. Elle était l'une des rares dans cette campagne à lui dire la vérité, loin des phénomènes de cour. Et c'est quelqu'un de très cash, Brigitte Macron. Et il parle vraiment d'égal à égal. Leurs amis nous ont raconté qu'ils ne la censurent jamais dans les dîners, qu'ils débattent beaucoup, qu'ils échangent beaucoup. Et donc il a besoin de ce regard à la fois bienveillant et critique sur lui. On va voir avec vous tout à l'heure ce qu'il en est sur le plan économique, en tous les cas sur les sujets qui intéressent la désormais première dame de France. David Spector, la gauche, la droite, le marché. Emmanuel Macron n'est-il pas au fond, pour reprendre votre titre, la synthèse des trois? Je dirais que s'il fallait le résumer d'une expression courte, on pourrait dire qu'il est libéral de gauche. Alors libéral parce que ses politiques, à la fois quand il était ministre de l'économie et puis ce qu'on peut comprendre de son programme, vont dans le sens de plus de marché, plus de concurrence. Par exemple, la loi Macron, la loi à laquelle il a donné son nom, instaurait plus de concurrence dans les professions réglementées, la concurrence entre les cars et les trains, ce genre de choses. Sur le marché du travail, il prévoit en fait de revenir à une plus grande flexibilité pour les licenciements, donc ce qui était dans la loi El Khomri qui avait été retiré. Et en même temps de gauche, parce que là c'est ce qui le distingue par exemple du programme de François Fillon, on a des éléments, disons, plus égalitaristes dans son programme. Alors par exemple, pour ce qui concerne l'éducation, avec son projet d'avoir 12 enfants par classe dans les zones d'éducation prioritaire. Également, dans certains domaines, une extension de l'État-providence, puisque je crois qu'il est question de permettre aux salariés qui démissionnent de bénéficier de l'assurance chômage, donc dans certaines limites. Donc je dirais que c'est à la fois le marché et, disons, peut-être une inflexion des politiques publiques dans un sens plus égalitariste et, dans certains domaines en tout cas, une forme d'extension de l'État-providence. Donc cette synthèse du marché et de la gauche, finalement. Est-il, comme le disent ses détracteurs, le chantre de l'ubérisation? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par là. Il est certain que, par exemple, son discours sur le marché du travail tente à vouloir accompagner l'émergence de nouvelles formes de travail qui ne soient pas le salariat au sens classique. Mais je pense que là, il s'agit peut-être plus d'accompagner et de modifier, d'adapter l'État-providence à ces évolutions qui sont là de toute façon, qu'Emmanuel Macron le veuille ou non, que d'encourager le délitement du salariat. 75% des Français se disent pour le salariat et ils élisent Emmanuel Macron. C'est toujours pas résolu, cette question du positionnement des Français par rapport au libéralisme?
Je crois que sur la question du salariat, effectivement, le salariat a émergé comme la forme dominante en France, d'ailleurs plus tard qu'ailleurs. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, enfin la première, puis surtout la seconde. Pendant très longtemps, on avait plutôt un idéal de petits artisans indépendants. Maintenant, le fait est que partout, on assiste à l'émergence de formes de travail différentes, plus indépendantes. Donc, de toute façon, qu'on soit pour ou contre, l'un des défis de l'État-providence dans tout le monde développé, c'est de dépasser ce qui était particulièrement fort en France par rapport aux pays anglo-saxons notamment, qui était le lien entre la condition salariale et la protection sociale, puisque par exemple le système de retraite, la protection, donc l'assurance chômage, l'assurance santé, était lié à l'existence du rapport salarial, ce qui était moins le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et il est certain que ce système doit évoluer, puisque la condition salariale reste majoritaire, mais sans doute va lentement décroître. Même si on ne peut pas savoir si on va revenir forcément au monde antérieur dans lequel elle était Candice Nedelec, l'économie, c'est pas forcément le dada. En tout cas, quand on vous lit, on apprend que c'est pas forcément le dada de Brigitte Macron. En revanche, elle s'intéresse beaucoup à l'éducation. Vous nous apprenez qu'elle n'est pas du tout fan, mais pas vraiment de la réforme de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Il est question aussi du handicap. Quels sont les sujets qui l'intéressent ? Alors les sujets de l'éducation, évidemment, parce qu'elle a consacré sa vie à l'éducation. Elle était prof de français-latin. Et elle nous a dit que l'un de ses grands regrets, c'est de ne pas avoir pu enseigner à mi-temps dans un lycée prestigieux, ce qui était le cas, et à mi-temps dans une zone d'éducation prioritaire. Donc on peut deviner que les mesures d'Emmanuel Macron en faveur des ZEP, c'est un peu inspiré par Brigitte Macron. Ouais. Avec ses classes de 12 élèves qu'évoquait David. Pour les CPCE1. Sinon, Brigitte Macron a découvert pendant cette campagne la question du handicap, parce qu'elle a mené des visites parallèles aux candidats. Elle a été très touchée par les gens qu'elle a rencontrés, notamment la question de l'autisme. Et donc, elle m'a confié vouloir s'y pencher. Elle s'est beaucoup renseignée sur les actions caritatives et les manières de les mener des mois avant la dernière ligne droite. Et donc ces questions l'intéressent. Alors, les débuts de Valérie Trierweiler avaient été très compliqués il y a 5 ans. Il y a eu aussi, on s'en souvient, la séparation entre Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy. Brigitte Macron, elle, comment conçoit-elle son rôle de première dame au juste ? Alors Brigitte Macron a été très frappée par la violence qu'a dû traverser Carla Bruni-Sarkozy. Elle nous l'a raconté, elle nous a dit qu'elle s'en était tirée avec beaucoup d'élégance à son sens. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. La manière dont elle était en retrait, c'est un exemple pour elle. Après, elle est plus sur une posture à la Michelle Obama, parce que c'est un couple très fusionnel, les Macron. Brigitte Macron a des idées très arrêtées, elle ne manque pas de les souligner et de les faire passer à son mari. D'ailleurs, l'entourage politique d'Emmanuel Macron, quand ils avaient des messages importants à lui faire passer, ils passaient par Brigitte Macron pendant cette campagne. Donc elle va trouver un équilibre entre ces deux lignes-là, je pense. David Spector, le macronisme est-il de gauche, de droite, du centre ? Certains disent qu'on assiste à l'avènement, l'émergence d'un nouveau Valéry Giscard d'Estaing. Qu'en est-il au juste ? Bon, on verra d'abord, première réponse, mais je crois que c'est lié aussi à la question que vous avez posée tout à l'heure. Je crois que l'une des nouveautés d'Emmanuel Macron tient aussi à la question de l'adéquation entre le discours et la réalité. Ouais. C'est-à-dire que votre question tout à l'heure sur le libéralisme et les difficultés des Français vis-à-vis du libéralisme, en réalité, les gouvernants français, y compris de gauche, ont souvent mené des politiques assez libérales. Par exemple, ce sont les socialistes qui ont beaucoup aidé le général de Gaulle à mettre en place le marché commun. Ensuite, c'est Mitterrand qui est allé encore plus loin dans cette direction, aussi dans la libéralisation de beaucoup de marchés. Plus privatisé que la droite, d'ailleurs. Voilà, mais aussi la libéralisation des marchés financiers. C'est Jospin qui a participé à l'ouverture à la concurrence des télécommunications, de l'énergie, etc. La différence, c'est que historiquement, la gauche faisait ça sans l'assumer complètement, de manière avec beaucoup de gêne. Et donc il y avait toujours cet écart entre un discours souvent anticapitaliste, alors un peu moins récemment, mais quand même encore avec Hollande, mon ennemi c'est la finance, et une pratique très différente, parfois même plus libérale que celle de la droite, parce que la gauche hésite souvent moins à bousculer les intérêts établis, notamment des grandes entreprises, des professions réglementées comme les notaires, etc., qui sont plutôt proches de la droite. La différence avec Macron, c'est qu'il assume complètement cette ligne, ce qui peut-être permettra aussi de mener ces politiques avec plus de facilité, puisque dans la mesure où elles auront été annoncées avant l'élection, eh bien, elles ne susciteront
trompe pas, cette impression de trahison qui a plombé le mandat de François Hollande. On imagine que sur ces questions économiques, même si, vous l'avez dit, ce n'est pas forcément son sujet de prédilection, Brigitte Macron va jouer son rôle. Revenons sur toutes ces attaques qu'a subies ce couple, parfois avec du sexisme. On a parlé de l'écart d'âge de 24 ans entre les deux. On a parlé aussi parfois d'une vie supposée, d'une double vie supposée. Comment ont-ils transformé cette adversité en force? Là encore, ils ont cassé les codes. C'est-à-dire qu'il y avait une rumeur qui commençait à prendre de l'ampleur dans toute la France sur une homosexualité présumée d'Emmanuel Macron. Ils s'en sont emparés, ils en ont parlé, ils ont mis ça sur la place publique. D'abord via le Tout Paris dans leur dîner en ville, en parlant de la rumeur et en la démentant. Et puis ensuite sur scène, à Bobino, Emmanuel Macron a parlé de son hologramme en disant ça n'est pas moi, c'est mon hologramme si vous entendez parler de cette rumeur parce que je suis nuit et jour avec Brigitte. Donc ça aussi c'est une manière nouvelle de faire, de communiquer. Et après Brigitte Macron sur la différence d'âge, elle a souffert qu'on lui renvoie sans cesse ces différences d'âge au visage. C'est quand même une preuve de machisme encore de notre société parce qu'ils ont exactement la même différence d'âge que Donald Trump et son épouse et personne ne souligne quand c'est dans ce sens-là. Donc elle a aussi eu des messages de soutien à Brigitte Macron pendant la campagne, des femmes qui allaient la voir et qui lui disaient merci, bravo pour ce que vous faites, voilà, et vous nous vengez. En même temps, il y a aussi une zone grise parce que vous dites qu'ils brisent les codes, mais ils savent aussi jouer de la pipolisation. Il y a d'ailleurs une communicante qui vous confie que contrairement à certains hommes politiques qui sortent leur épouse de la naphtaline, ce sont ses propres mots, eux jouent la transparence. Donc, ils assument, c'est à l'américaine. Je parlais des Obama tout à l'heure. Ils se sont laissés photographier main dans la main sur la plage de Biarritz, au Portugal. Ils ont assumé leur couple et leur famille, puisqu'il y a la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Ozière, qui était en première ligne dans la campagne d'En Marche, c'était son premier engagement politique, et elle est beaucoup intervenue pendant la campagne. Elle a commencé tout en bas d'En Marche, et on n'est pas en train de parler de népotisme ici, mais en tout cas, ils n'ont pas caché leur vie. Voilà, Emmanuel Macron a 39 ans et il est grand-père de 7 petits-enfants. Voilà, c'est un fait. David Spector, La gauche, la droite et le marché, c'est un livre que vous avez commencé à écrire il y a plusieurs mois maintenant, peut-être même, même plus d'un an avant. Dire. On pourrait dire que vous avez bien senti les choses venir. La gauche, la droite, le marché, en fait, votre livre, il parle aussi de cette recomposition politique en cours. Toutes les lignes sont en train d'exploser. Alors c'est un petit peu par hasard parce qu'il n'était pas du tout écrit en prévision de cette élection. C'est vrai que ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de chercher l'origine de la défiance souvent exprimée en France à l'égard des mécanismes de marché dans énormément de domaines que je ne vais pas énumérer maintenant, mais notamment qui conduit notamment souvent à ce que la France soit en porte-à-faux vis-à-vis des autres pays européens, puisque dans les débats sur des sujets très différents les uns des autres, que ce soit l'agriculture, l'énergie, le commerce extérieur, on a souvent les positions les plus hostiles au marché, et on l'a vu il y a quelques semaines encore avec le vote au Parlement européen sur le traité de libre-échange avec le Canada. Est-ce qu'il y a un modèle, par exemple, Emmanuel Macron, l'Allemagne, dont on vante souvent les mérites, mais qui ont en même temps des taux horaires très bas? Ça peut être quelque chose qui l'inspire, la politique économique de l'Allemagne? Je ne crois pas qu'il y ait des modèles parce que les sociétés sont différentes, les spécialisations sont différentes. En revanche, pour ce qui concerne l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que le fait que probablement les politiques d'Emmanuel Macron vont être moins antagonistes qu'elles ont pu l'être souvent vis-à-vis du reste de l'Europe, ça facilitera aussi les négociations et peut-être aussi l'obtention de compromis et de concessions consenties par l'Allemagne pour se rapprocher de positions françaises ou de pays du sud de l'Europe. Merci beaucoup David Spector. Votre livre est publié aux éditions Odile Jacob. Merci à vous également Candice Nedelec. Vous êtes la co-auteure avec Caroline Derrien du livre Les Macron, édition Fayard, à lire absolument si l'on veut d'ores et déjà avoir des clés pour comprendre le fonctionnement du couple présidentiel français. Merci à vous.